Bonjour à tous, bienvenue, au webinaire, «Comment rédiger son document unique d'évaluation des risques» proposé par votre service de santé au travail, Horizon Santé Travail. Je me présente donc, je suis Nathalie Loth, je suis responsable d'une équipe, HSE, technicien ingénieur et il y a Jessica Abdo qui est ingénieure HSE qui va être, en ma compagnie cet après-midi pour animer ce webinaire. Nous allons vous présenter dans un premier temps le sommaire, donc avec qui sommes-nous? Ça va être très succinct. Un contexte réglementaire bien sûr de votre document unique, les modalités de réalisation du document unique, notre méthodologie qu'on va vous présenter, la solution d'Horizon Santé Travail, mais également nous allons vous présenter les aides financières, de la CRAMIF pour les TPE et les PME et on va vous aider justement sur des, points stratégiques. Donc nous allons commencer, avec qui sommes-nous? Donc Horizon Santé Travail, c'est un service de santé au travail. Nous sommes donc, plus de 200 collaborateurs aujourd'hui chez Horizon Santé Travail. Donc, nos équipes sont concentrées, principalement dans un premier temps autour du médecin du travail, qui est, le conseiller privilégié de toutes les entreprises. Et le médecin du travail est entouré d'un certain nombre de spécialistes qui peuvent vous accompagner au quotidien dans vos démarches de prévention. Les infirmières en santé au travail, les assistantes médicales, les préventeurs, quels qu'ils soient, donc des ergonomes, des psychologues du travail, ingénieurs, techniciens HSE et assistantes de prévention. Donc nous, on intervient après, demande du médecin du travail pour justement vous accompagner au quotidien. Vous bénéficiez bien sûr de l'aide dans notre cadre de votre cotisation. Donc tout ce qu'on peut vous proposer au sein de notre service passe par la cotisation que vous payez au sein des services de santé au travail. Horizon Santé Travail, donc on peut vous présenter, un certain nombre de prestations dans le cadre de votre cotisation annuelle. Comme vous pouvez les voir ici, on peut vous proposer des diagnostics, des sensibilisations, des aides aux documents uniques d'évaluation, mais également des webinaires et des ateliers d'information. On peut également faire des études de poste, on peut faire de la métrologie ambiante, du bruit, le polluant, de la luminosité, et cetera, et cetera. Vous retrouvez toutes, ces prestations sur votre espace adhérent que vous avez, auprès d'Horizon Santé Travail. Nous allons donc partir sur, le contexte réglementaire du document unique d'évaluation des risques et je vais passer la parole à ma collègue Jessica. Merci. Donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais juste lancer un petit sondage sur le document unique. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à répondre avec, vous avez soit c'est une question à choix multiples. Donc est-ce que le document unique, qu'est-ce que c'est? Une obligation réglementaire, une analyse des risques professionnels ou une aide à l'amélioration des conditions de travail? Donc le document unique, bien sûr, c'est une obligation réglementaire. Vous allez venir transcrire tous les résultats de votre évaluation des risques professionnels et cela concourt bien évidemment à améliorer les conditions de travail au sein de l'entreprise. Juste pour revenir un petit peu sur l'historique, depuis 2001, avec l'apparition du décret 1016 numéro 2001, l'employeur est le seul responsable de l'évaluation des risques professionnels. Il a l'obligation de transcrire donc les résultats de l'évaluation des risques professionnels et de formaliser ces résultats dans le document unique. Est venue ensuite la circulaire numéro 6 du 18 avril 2002 qui est venue apporter des précisions juridiques et méthodologiques par rapport au décret de 2001. Elle a introduit surtout la notion d'unité de travail et pour structurer une démarche d'évaluation des risques, il faut au préalable identifier ces unités de travail. Unité de travail, c'est finalement un regroupement de salariés qui sont exposés à un même danger. Donc l'idée, ça va être effectivement de regrouper, d'identifier ces unités de travail. La loi du 2 août 2021, dite la loi santé-travail, elle est venue renforcer la prévention des risques professionnels. Parmi ces mesures phares, la réforme sur le document unique. Pris en application de cette loi, le décret du 18 mars 2022, pareillement, est venu apporter des précisions sur le contenu, la mise à jour, l'archivage, la conservation, les acteurs pouvant contribuer à la création et la mise à jour du document unique et ses modalités d'accès.
Donc je dirais qu'effectivement le décret de 18 mars 2022 est assez important, en tout cas en termes, de cadre juridique et méthodologique. Vous avez sûrement dû en entendre parler, les fameux 9 principes de prévention qui vont venir régir toute l'organisation de la prévention en entreprise. Ils vont vous permettre à la fois de vous interroger sur la technique, l'organisationnel et l'humain. 9, il y en a 9. Le premier étant d'éviter les risques. Pour pouvoir éviter les risques, vous allez essayer effectivement un maximum de supprimer le danger à la source, l'exposition du salarié à une situation de danger. Si ce n'est pas possible, évaluer les risques qui ne peuvent être évités. En 3, combattre les risques à la source, par exemple, en limitant la hauteur d'un stockage d'objets que vous avez au sein des locaux. Le 4e étant d'adapter le travail à l'homme et non l'inverse. En supprimant, par exemple, en tenant compte de l'état d'évolution de la technique, en remplaçant ce qui est dangereux par ce qui l'est moins. Par exemple, vous manipulez un produit qui serait, CMR, cancérogène, mutagène et réprotoxique. À ce moment-là, vous rechercherez des produits de substitution qui seraient beaucoup moins dangereux pour la santé des salariés. Planifier la prévention, prendre des mesures de protection collective et identifier des équipements de protection individuelle si cela n'est pas suffisant. Donner des instructions appropriées aux travailleurs, ça passe par de l'information, la sensibilisation, typiquement en rédigeant des fiches de poste, pendant vos quarts d'heure sécurité, en identifiant par exemple une sensibilisation, une formation à la prévention physique en cas de manutention manuelle et de gestes répétitifs par exemple. N'hésitez pas en tout cas oui, je t'en prie Nathalie. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, on est là pour également y répondre. Merci Jessica. Au niveau obligation réglementaire, oui, le document unique, c'est une obligation de rédaction, placée sous la responsabilité de l'employeur. Il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Ça passe par des actions de sensibilisation, comme on l'a dit, de l'information, de la prévention des risques professionnels et l'interrogation sur l'organisation et les moyens adaptés pour y parvenir. Au niveau de la mise à jour, on va voir tout à l'heure, ça va dépendre effectivement de l'effectif de l'entreprise, à savoir si vous êtes une entreprise de 11 salariés ou plus, ou une entreprise avec un effectif de moins de 11 salariés. Pour les entreprises de 11 salariés et plus, la mise à jour est obligatoire au moins chaque année. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, la mise à jour annuelle n'est pas obligatoire. Par contre, et quel que soit l'effectif, vous devez mettre à jour le document unique lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail ou impactant la santé ou la sécurité des salariés. Par exemple, vous allez modifier un process, vous allez mettre en place une nouvelle machine. C'est des cas que vous pouvez rencontrer potentiellement en entreprise. Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie, par exemple, suite à l'apparition d'un accident de travail. Donc ça veut dire qu'un document unique peut être mis à jour plusieurs fois dans une même année. Et ce qu'on a essayé aussi également de faire référencer dans ce webinaire, c'est surtout à chaque mise à jour, n'hésitez pas en tout cas à nous faire parvenir votre document unique. Bon, c'est une obligation réglementaire, mais c'est vrai que nous, ça nous permet effectivement de prendre un petit peu la température de l'entreprise, de voir votre activité. Ça nous permet également d'avoir un levier de discussion, en tout cas entre services de santé au travail et entreprise. Avant d'attaquer peut-être les modalités d'accès, je vais juste vous relancer un petit sondage. Si ça avait bien marché. Allez, c'est parti. Je n'ai qu'un salarié, dois-je établir mon document unique? Pareillement, c'est une question à choix unique cette fois. Oui, dès que vous embauchez un salarié, vous devez établir votre document unique. C'est obligatoire. Dès qu'il y a finalement un contrat de travail qui vous lie à un salarié. En ce qui concerne
Contexte réglementaire. Donc pour la modalité d'accès, il faut savoir que le document unique doit impérativement être mis à disposition des travailleurs, mais également des anciens travailleurs, du comité social économique si vous en avez un, du service de prévention et de santé au travail, donc notre, service de santé si vous êtes adhérent chez Horizon Santé Travail, par le biais bien sûr de votre, de notre logiciel en commun. D'ailleurs, vous devez avoir cette information que dès lors où vous allez entrer sur le logiciel Pulse, par exemple, et que vous demandez des visites médicales, vous avez systématiquement un petit pop-up qui vous indique si vous n'avez pas encore déposé votre document unique. Êtes-vous en possession d'un document unique? Oui. L'avez-vous communiqué à votre service de santé au travail? Et là, vous devez être un petit peu en effet bloquant. Si vous répondez pas, vous pouvez pas aller plus loin. Donc c'est la raison pour laquelle on vous demande ce document unique parce qu'on va vous expliquer un petit peu la conservation, etc. et surtout le dépôt sur une plateforme. Donc l'inspection du travail, pardon, peut également vous demander votre document unique, mais également des services de la prévention des organismes de la sécurité sociale, surtout en cas de déclaration de accident de travail ou maladie professionnelle. Également des organismes professionnels de santé et de sécurité des conditions de travail et des inspecteurs de la radioprotection si vous êtes concerné par par ce risque professionnel. En ce qui concerne la conservation de l'archivage, il y a une loi qui est sortie en 2023 où vous avez l'obligation maintenant de conserver votre document unique en format papier ou électronique pendant 40 ans, sans bien sûr écraser les versions précédentes. Il avait été rendu obligatoire à partir du 1er juillet 2023 pour toutes les entreprises de plus de 150 salariés et ça devait être mis en application en juillet 2024 pour les autres entreprises, de déposer votre document unique sur une plateforme dématérialisée. Aujourd'hui, le texte est toujours existant, il n'a pas été abrogé, mais les services de l'État se sont rendus compte que ça allait occasionner un très gros travail, surtout pour les services d'inspection du travail. Donc ils ont demandé aux adhérents, et nous, notre but aussi, c'est de demander à nos adhérents de déposer le document unique sur notre lieu d'échange, c'est-à-dire notre logiciel en commun avec vous. Donc pourquoi? Parce que justement, nous, lorsqu'on intervient en entreprise, ben, normalement, notre obligation, c'est d'aller visualiser votre document unique et vous apporter des conseils, justement, sur des actions de prévention ou sur des autres sujets en fonction de notre, demande d'intervention. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Je le rappelle, on est là pour échanger et justement pour, lever la barrière sur le document unique d'évaluation des risques. Alors, donc pareil, le résultat de cette évaluation des risques, comme on vous le disait tout à l'heure, Jessica, donc pour les entreprises de plus de 50 salariés et plus, vous devez coupler le document unique à un programme annuel de prévention qu'on appelle le PAP-REPACT, qui permet, de faire une évaluation de vos risques et de les planifier dans l'année qui suit pour mener à bien les actions et améliorer les conditions de travail des collaborateurs. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, vous devez définir et consigner dans le document unique d'évaluation une liste d'actions de prévention des risques et de protection des salariés. On va encore une fois vous faire un petit sondage. Jessica, je te laisse. Hop. Dois-je communiquer en interne sur l'évaluation des risques professionnels? Oui ou non? Fin du vote. Oui, bien sûr, vous devez communiquer à l'ensemble des collaborateurs votre document unique. Donc, soit vous le mettez en forme affichage dans un espace commun à l'ensemble des collaborateurs, exemple la salle de pause. Mais si vous avez également un intranet, vous pouvez le déposer sur l'intranet et communiquer à vos collaborateurs dès lors où il a été déposé et dès lors où il y a des modifications de ce document unique d'évaluation des risques.
Dans tous les cas, l'employeur doit se faire aider pour construire ce document unique. Soit il le fait directement, soit il mandate un collaborateur de l'entreprise, mais également le, comité social, économique et cetera, ou pourquoi pas l'ensemble des collaborateurs par unité de travail, de manière à ce que réellement ce document soit un document, relatant de l'ensemble des collaborateurs, et plus on impacte les collaborateurs dans la démarche de l'évaluation des risques, et mieux on arrive à faire adapter et adopter les différentes conditions de travail. Comment avez-vous appelé cet autre document? Un PAPRIPACT. Et oui, le webinaire est enregistré, donc nous allons passer le petit mot à notre responsable communication, pour en tout cas, s'il y a la possibilité de revoir l'enregistrement, et dans tous les cas, on vous enverra la présentation aujourd'hui. Le PAPRIPACT, pour rappel, c'est le programme annuel de prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, je vais enchaîner sur les modalités de réalisation. Le document unique. Donc au niveau un petit focus au niveau de l'élaboration et de la forme du document. Comme on l'a dit tout à l'heure, sous la responsabilité de l'employeur. Il a la possibilité de déléguer à une personne estimée compétente, mais pour autant, la réalisation, la mise à jour du document unique reste toujours sous la responsabilité de l'employeur. Il peut le déléguer à un groupe de travail, généralement c'est ce qu'on conseille, en alliant salariés, managers. C'est une démarche participative, donc allier salariés, managers, direction. À ce moment-là, vous pourrez effectivement faire remonter un certain nombre d'informations qui soient au plus proche des conditions réelles des salariés. Un organisme extérieur, moyennant peut-être une compensation financière, et le salarié désigné compétent. Les branches professionnelles, qui sont aussi source de pas mal d'informations, et en appui, votre comité social économique, le CSE, le cas échéant, la CSSCT, qui peuvent également apporter leur contribution. Et nous, services de santé au travail, nous pouvons participer à l'évaluation des risques professionnels, par exemple, en intégrant le groupe de travail que vous auriez mis, en place dans l'entreprise, ou pour vous apporter un regard sur votre document unique, ou vous accompagner notamment sur la méthodologie. C'est quelque chose que nous pouvons mettre en place. Au niveau de la forme, il n'y a aucun modèle qui est prévu par la réglementation à ce jour. L'idée, c'est de dater le document à chaque actualisation, puisque vous devez le garder au minimum 40 ans, et archiver les versions antérieures. Donc idéalement, on préconise effectivement peut-être de le faire sous format, dématérialisé. Ça vous aidera notamment pour les mises à jour et éviter de les écraser. Je me permets de rajouter, en tant que service de santé au travail, nous avons l'obligation de réaliser à votre adhésion une fiche d'entreprise, donc qui doit être faite par le médecin du travail ou son équipe pluridisciplinaire, et cette fiche d'entreprise doit vous aider dans la construction ou dans la mise à jour de votre document unique d'évaluation des risques. Si vous ne l'avez pas et que vous êtes adhérent chez Horizon Santé Travail, nous vous invitons à contacter votre médecin du travail afin de faire la demande aux équipes respectives. Pourquoi élaborer un document unique? Donc oui, il y a les enjeux réglementaires, je dirais, et économiques, puisqu'en l'absence de formalisation des résultats de l'évaluation des risques dans un document unique, c'est passible d'une amende de 1 500 € qui est doublée en cas de récidive, que ce soit création ou mise à jour. Le DURP, tout à l'heure, ce que je disais, c'est qu'effectivement, ça peut être votre outil interne, votre passeport de prévention, mais c'est également un outil sur lequel nous aussi, on va pouvoir s'appuyer par rapport à la prise de température par rapport à votre activité, pouvoir vous conseiller justement sur, un programme de prévention. C'est quelque chose que nous pouvons mettre en place. Il vous permet de valoriser vos actions, que vous avez mises en place de prévention, d'identifier des points de levier, et dans un sens, il vous permet également de mesurer et favoriser, le climat social. Il y a des enjeux humains et des enjeux organisationnels. En cas d'accident de travail, bah, typiquement l'employeur, il doit faire face aux coûts directs, les cotisations d'assurance maladie, indirects. Il faut bien remplacer ce salarié qui serait absent, et des coûts intangibles, par exemple, bah, typiquement la charge de travail qui augmente, qui se reporte sur les autres collègues, avec potentiellement une augmentation des tensions en interne, et pourquoi pas en cas de baisse de productivité, à ce moment-là, peut-être une perte de clients malheureusement.
Donc l'idée, c'est vraiment axer, sur, la réalisation de ce document unique, ne pas avoir vraiment cette obligation, tout de suite en 1er lieu, mais vraiment vous dire que vous allez pouvoir vous interroger à la fois sur l'organisationnel, la technique et l'humain et ça permettra finalement, je dirais d'améliorer peut-être la qualité de l'image de l'entreprise, d'aller sur des thématiques telles que la qualité de vie et des conditions de travail. Donc c'est vraiment votre outil, en interne en tout cas. Si vous n'avez pas de questions encore, sur ce qu'on a pu en tout cas, discuter jusqu'à ce point, on va passer sur la méthodologie de réalisation et je vais passer la parole à ma collègue Nathalie. Donc, on ne peut pas parler de document unique sans mettre au moins en exergue, 3 points principaux, c'est-à-dire le danger, le risque et le dommage. Parce que ces 3 points principaux doivent être intégrés antérieurement dans votre document unique, de manière à vraiment comprendre la différence entre un danger, un risque et un dommage. Donc là, on vous a mis des petites définitions, on ne va pas revenir dessus parce que réellement c'est pas le plus important dans, la méthodologie du document unique. En tout cas, n'oubliez pas ces 3 points principaux parce que cela permet vraiment de pouvoir axer réellement sur, les conditions de travail et l'amélioration des conditions de travail. On vous a mis un exemple, tout en bas dans le tableau de famille de risque. Vous avez un équipement de travail, un exemple, un cutter. Vous avez, une ouverture de carton avec des cutters non sécurisés, c'est-à-dire des cutters non rétractables lors d'une réception de marchandises. L'événement dangereux, c'est que quelqu'un arrive par derrière et pousse un petit peu le collègue, il le bouscule et lors d'une manipulation de cutter non rétractable, le collègue va se blesser et occasionner un accident de travail qui va être vraiment un élément déclencheur dans la mise à jour de votre document unique, par exemple. Donc là, on vous a mis aussi un exemple de risque de chute, mais on va vous présenter l'outil d'Horizon Santé Travail et on vous donnera un petit peu plus de détails par rapport à ces éléments. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Des exemples de risques professionnels qu'on va retrouver dans le document unique. Il faut savoir, en moyenne, on a 19 classes de risques. Dans ces 19 classes de risques, on a par exemple les risques de trébuchement, heurts, haute perturbation du mouvement, travail, chute de hauteur, les risques liés aux circulations internes de véhicules, avec les obligations de plan, si on a des collaborateurs qui ont, par exemple, des chariots élévateurs et qu'il y a des véhicules également qui circulent, dans ces espaces. On a le risque routier en mission, on a les risques liés à tout ce qui est manutention, charge physique, de la manutention mécanique, des produits, des émissions, des déchets, des agents biologiques, tout ce qui est lié aux équipements de travail, mais également effondrement, chute d'objets, des risques liés, des nuisances liées à du bruit, par exemple. Donc là, après, nous, on peut aussi vous axer vers de la métrologie par rapport à ça. Si toutefois vous êtes dans cette structure avec ce risque présent dans votre établissement, des risques liés aux ambiances thermiques, le chaud, le froid, travail au froid, travail à température extrême, des risques liés à des ambiances lumineuses, d'incendie, de l'explosion, d'électricité. Voilà, on vous a cité. N'oubliez pas, un des risques qui devient quand même un risque aujourd'hui le plus présent et pratiquement présent dans toutes les entreprises, ce sont les risques psychosociaux. Donc, par exemple, en ce qui concerne les risques psychosociaux, on vous montrera dans la trame de notre document unique, nous avons des différents documents qui peuvent vous aider justement à identifier vos risques psychosociaux. Les risques psychosociaux doivent être classés et sont classés en 6 facteurs de risque et c'est sur ces 6 facteurs de risque, on différencie par exemple les exigences au travail, les exigences émotionnelles, l'autonomie de charge de manœuvre, les rapports sociaux au travail et cetera et cetera. Donc ça, ce sont des risques qui doivent être présents dans l'intégralité des documents uniques d'évaluation des risques et en effet, ces risques-là sont des risques qui sont des fois, on a du mal à les palper. Donc nous, avec notre outil, qu'on vous présente, on vous aide vraiment à trouver,
l'intégralité des risques psychosociaux qui peuvent être présents dans la structure. Mais s'il y a des actions de mener, bien sûr, ça ne peut pas spécifiquement être un risque principal. Donc après, on a également tout ce qui est effet combiné des agents chimiques. On peut avoir une présence d'agents chimiques en interne, mais sur lequel on a également des entreprises qui viennent faire des travaux qui rapportent d'autres agents chimiques. Vous avez les entreprises de ménage qui interviennent. Et donc, l'effet combiné de différents agents chimiques peut être un risque principal dans votre secteur d'activité. L'impact différencié de l'exposition au risque est en fonction du sexe. Ça, c'est une nouvelle directive qu'il faudra prendre en compte, surtout sur certains risques professionnels. Et bien sûr, sans oublier la qualité de vie au travail que beaucoup d'entreprises maintenant mènent de front par rapport à l'actualité. En sachant que sur notre site internet, vous retrouvez aussi un certain nombre d'éléments qui vous aident un petit peu à trouver des axes d'amélioration sur ces différents risques professionnels. Alors, en ce qui concerne la méthodologie sur la démarche de prévention, donc on a des obligations quand même, c'est-à-dire qu'on doit en amont préparer la démarche. On définit une organisation interne et des moyens nécessaires. On recense certains documents, donc comme je vous parlais tout à l'heure, la fiche d'entreprise, c'est l'outil indispensable pour la construction de votre document unique, mais également des fiches de poste si vous en avez au sein de votre structure, tout ce qui est fiches de données de sécurité pour des produits spécifiques. Et vous devez faire un point aussi sur tout ce qui est outils, les applicatifs gratuits disponibles, par exemple l'outil Osray qui vous aide à faire la construction de votre document unique sur la partie ondes électromagnétiques. On définit des unités de travail. Donc, l'unité de travail, ça peut être un poste, un service ou un secteur géographique, une zone géographique. Ça dépend vraiment de chaque structure. Oserait, oui, c'est ça. Outil Oserait. Ensuite, on identifie les risques. Donc, on fait un repérage des dangers, on décrit les situations dangereuses et bien sûr, on analyse les risques. On classe les risques en fonction d'un système de cotation selon une matrice définie et des facteurs de cotation. On vous montrera tout à l'heure dans notre outil. Et après, bien sûr, on propose des actions de prévention et de protection de la santé technique, organisationnelle ou humain. En gros, le danger peut être soit supprimé, soit remplacé. La situation dangereuse, on peut dire on modifie l'organisation du travail, on aménage différemment le poste de travail ou on signale le danger. Et la durée d'exposition, on peut aussi retravailler dessus en disant on dispatche le travail et on fait différentes tâches de manière à limiter la durée d'exposition des collaborateurs. Si vous n'avez pas de questions sur la méthodologie, on va vous présenter 2 outils, donc à votre convenance par rapport à celui qui vous parle le plus. On va commencer par l'outil Wara. C'est un outil qui a été élaboré par l'assurance maladie. Il se découpe en fait en différents secteurs d'activité. Vous avez un ensemble de questions qui sont préétablies fonction de votre secteur d'activité, avec des exemples effectivement de mesures mises en place, à mettre en place. Et à la fin, une fois que vous avez répondu à l'ensemble de ces questions, vous pouvez éditer tout à fait un rapport complet d'évaluation des risques et un plan d'action de prévention qui s'y prête. Donc, je vais juste vous passer une petite vidéo tutoriel sur cet outil qui est disponible sur le site de l'INRS. Et je vais lancer du coup la vidéo. Pour pouvoir utiliser OERA et télécharger un rapport ainsi qu'un plan d'action à la fin de votre évaluation, il faut d'abord s'inscrire en début de session. Ce compte, anonyme et gratuit, vous permettra également d'accéder aux éléments sauvegardés l'année suivante pour les mettre à jour. Une liste de tous les risques propres à votre secteur est disponible en page d'accueil de l'outil. Elle peut être imprimée pour évaluer les risques directement au poste de travail avec vos salariés. À travers un questionnaire simple, vous sélectionnez les mesures déjà en place dans votre entreprise dans une liste prédéterminée. Pour certains risques, il est possible que vous ne soyez pas concerné. Dans ce cas, vous pouvez passer la question. Vous pouvez aussi ajouter une autre mesure qui ne serait pas listée.
Sur cette base, vous évaluez si le risque présent dans votre entreprise est maîtrisé ou non. Si vous n'avez coché que la moitié des mesures proposées, vous pouvez supposer qu'il reste nécessaire d'ajouter de nouvelles mesures à votre plan d'action. Dans ce cas, cochez non, des mesures sont à ajouter au plan d'action. Vous pouvez alors sélectionner de nouvelles mesures standards qui seront ajoutées au plan d'action ou ajouter des mesures supplémentaires propres à votre situation de travail. Cliquez ensuite sur Enregistrer et continuer pour dérouler la suite du questionnaire. À la fin du questionnaire, il vous est encore possible d'ajouter un ou des risques supplémentaires qui ne seraient pas listés dans l'outil pour leur attribuer des mesures de prévention spécifiques. Sauvegarder. Cliquez ensuite sur Enregistrer et continuer et téléchargez le rapport que vous pouvez utiliser comme document unique sous la forme d'un fichier Word. Il récapitule, pour chaque risque identifié, l'ensemble des mesures soit déjà mises en place, soit à mettre en œuvre dans l'entreprise. Sur la même page, vous pouvez télécharger le plan d'action sous la forme d'un fichier Excel qui indique pour chaque mesure à mettre en place son calendrier, son budget ou la personne qui en est responsable. Votre entreprise sera la seule à pouvoir accéder à ces données. Rendez-vous sur www.inrs.fr/OERA pour découvrir les secteurs d'activité couverts par OERA. Attention Wara, une fois que vous l'avez réellement réalisé, pensez à mettre les actions qui sont réellement menées dans votre entreprise. Ne restez pas sur l'idée des actions sont déjà menées et passez à la page suivante. Vraiment, ce qui pourrait être demandé en cas de contrôle d'inspection du travail ou des services de la CRAMIF, c'est quelles sont réellement les actions que vous avez mis en place. Parce qu'avec le logiciel Wara, vous pouvez cliquer autant de fois que vous voulez. Vous pensez avoir finalisé votre document unique, mais lorsqu'il est visualisé par des services autres que le vôtre, on s'aperçoit que le document n'est pas complet. Parce que vous avez pensé notifier comme quoi votre document était terminé, mais si les actions qui sont déjà mises en place au sein de la structure ne sont pas tracées à l'intérieur, il est vraiment pas lisible et pas compréhensible de personne. Et notamment si voilà, si effectivement vous cochez, des mesures qui sont mises en place ou à mettre en place, dès que vous insérez en tout cas une notion dans votre document unique, et ce sera valable également pour notre exemple qu'on va voir tout de suite, c'est que vous vous engagez en tout cas à la mettre en place ou à expliquer pourquoi vous n'avez pas pu la mettre en place. Donc c'est vraiment un réel engagement de l'entreprise, pour pouvoir en tout cas mener à bien ce plan d'action que vous avez défini. Si l'outil Wara ne vous parle pas, heu, si vous l'avez testé et cetera, et que vous souhaitez en tout cas, utiliser un autre modèle, il y a un groupe de travail en interne qui a établi justement, un fichier Excel à votre disposition que vous pouvez télécharger sur votre portail adhérent, en complément d'un livre blanc qui va vous expliquer en fait toute la méthodologie pour élaborer votre document unique. Je vais partager l'écran justement pour vous montrer, ce document. Et on va s'y attarder un petit peu plus. Pas de questions pour le moment? Non. Alors je vois plus le chat, donc je vais laisser ma collègue Nathalie me guider si jamais il y a des questions ou si je dois m'arrêter. Est-ce que vous voyez déjà tous mon écran? Du moins le fichier Excel? Oui. OK. Donc c'est un fichier Excel qui se présente de cette forme. Vous avez plusieurs onglets qui sont disponibles juste en bas, de l'écran. Le premier onglet correspond à la fiche d'identité de l'entreprise. C'est là où finalement vous allez décrire vraiment la partie administrative de votre entreprise. Le nom, la raison sociale, le nom du responsable, son adresse, son téléphone. C'est très générique. La Excuse-moi date de création. Jessica. Oui, je Et t'en vous prie. voyez, dans le haut, vous avez le livre blanc qui est disponible sur notre site internet. Vous pouvez cliquer ici pour l'avoir également. Comme ça vous fait un livre d'accompagnement sur la méthodologie de notre document. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Les dates d'établissement et de révision du document. Donc comme on le disait tout à l'heure, les révisions sont tout aussi importantes. N'écrasez pas, puisque chaque document, chaque mise à jour doit être garantie au minimum 40 ans. Donc date de création,
et ensuite vous pourrez signifier les 3 dernières dates de mise à jour. On vous a fait quelques petits rappels, en tout cas, réglementaires, sur, la mise à jour, les personnes qui sont chargées de l'élaboration du document, leurs qualifications, la définition des unités de travail, ce qu'on disait tout à l'heure. L'idée, c'est de répartir, de regrouper, en tout cas, d'essayer d'harmoniser et d'homogénéiser, les ensembles de situations qui peuvent se présenter dans l'entreprise, un groupement de salariés qui sont exposés, par exemple, à un même danger. Donc typiquement, au niveau des unités de travail, vous allez les spécifier ici. Donc par exemple, vous êtes une activité, je dirais, où vous proposez des services à des entreprises. Vous avez une partie plutôt, par exemple, on va dire du travail de bureau, sans déplacement et partie, par exemple, de commerciaux qui se déplacent. Bah, typiquement, vous pouvez très bien rentrer au niveau de l'unité de travail une partie, par exemple, qu'on appellera sédentaire, ceux qui restent au bureau. Vous décrirez à ce moment-là, les unités de travail, ça correspond à quel intitulé de métier, qu'est-ce qu'ils font comme tâche et le nombre de salariés rattachés à cette unité de travail sédentaire. Si par exemple on était parti sur le même exemple, la partie déplacement en mission, à ce moment-là, on pourrait faire une unité de travail itinérant, qui correspondrait par exemple aux commerciaux en mission. Et pareillement, vous indiquerez le nombre de salariés correspondant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Deuxième onglet, notre tableau général d'évaluation des risques. On a préféré dissocier, et je vous le dirai pourquoi tout à l'heure, les risques psychosociaux des risques généraux. Mais avant de rentrer dans ce vif du sujet, je pense que je vais d'abord switcher cet onglet pour vous expliquer d'abord l'inventaire des risques, la cotation, et je reviendrai ensuite sur le tableau général. Inventaire des risques. Tout à l'heure, Nathalie vous a présenté quelques exemples de risques professionnels qu'on peut retrouver en entreprise. On vous a effectivement détaillé l'ensemble de ces risques qui sont tirés de la fiche entreprise, que vous pouvez retrouver. Notamment, l'idée, ce sera de vous interroger si oui ou non vous êtes concerné par un de ces risques professionnels. Et si jamais effectivement vous vous interrogez, on vous a mis quelques exemples. Là, typiquement, sur chaque encadré, par exemple les risques et contraintes liés à des situations de travail, vous allez sur posture contraignante, une petite mouche, la petite mouche rouge s'affiche, vous avez le commentaire. Ça peut correspondre typiquement à des postures contraignantes, des stations statiques qui sont prolongées, assis, debout, des gestes répétitifs, des efforts fournis par une certaine cadence de travail élevée, des pics d'activité. Donc l'idée, c'est de vous donner des exemples à chaque fois. Par exemple, travail sur écran, la saisie sur clavier, manipulation de la souris, des contraintes visuelles liées effectivement à l'utilisation d'un écran 8 heures par jour. Donc l'idée, c'est effectivement de retrouver et de vous faciliter, je dirais, l'écriture du document unique. Quatrième onglet correspond à la cotation. Tout à l'heure, Nathalie, vous parlez d'une matrice de cotation. L'idée, c'est de définir des facteurs d'évaluation. Typiquement, vous avez l'activité, par exemple, administrative, vous travaillez sur écran. L'idée, ça va être finalement d'évaluer. Je suis exposé combien de temps? Est-ce que ça va avoir réellement un impact sur ma santé? Une matrice de cotation, c'est ce petit encadré coloré. On a choisi 2 facteurs de cotation, la gravité et la fréquence d'exposition. Gravité du dommage qui est comptée de 1 à 4, 1 étant une gravité faible et 4 étant une gravité du dommage plutôt très grave. Fréquence d'exposition, une fréquence de 1 plutôt faible, une fréquence de 4 plutôt très fréquente. En dessous, vous avez la légende, à quoi cela correspond au niveau des cotations. Une gravité de 1 faible, ça correspond à des dommages sans arrêt de travail. A contrario, si je vais sur une fréquence d'exposition des salariés au danger, que je choisis une note de 4, très fréquente, je tombe sur une exposition quotidienne ou permanente. Et l'idée, ça va être de calculer justement le niveau de risque brut en multipliant la gravité par la fréquence d'exposition et en reportant dans la matrice. Typiquement, si j'ai une fréquence d'exposition de 4 et une gravité du dommage de 4, je vais obtenir un niveau de risque brut final d'une priorité 1, donc rouge, donc très fort. Donc c'est là où justement il va falloir axer votre plan d'action. Une partie qui est facultative, mais qu'on vous propose, c'est finalement de voir si vos mesures que vous avez déjà mises en place
ont réellement un impact ou s'il faut justement que vous axiez encore votre plan d'action. Donc on vous a proposé effectivement d'attribuer un coefficient de correction pour voir finalement votre niveau de maîtrise. Coefficient de 1, je vais venir corriger finalement mon niveau de risque brut. Niveau 1, aucune mesure de prévention n'est mise en place. Par contre, si j'estime que les mesures que j'ai mises en place sont tout aussi efficaces et permettent de réduire significativement la situation de danger d'exposition, à ce moment-là, vous attribuez un facteur de 0,25. Comment finalement cette matrice, comment ces facteurs de cotation se mettent en place? C'est là au niveau du tableau. Donc là, je vais zoomer un petit peu plus. Vous avez un premier bloc bleu, l'inventaire des risques, avec des unités de travail en premier lieu. L'unité de travail, c'est à vous de l'écrire, puisque c'est vous qui définissez les unités de travail. Tout à l'heure, on a choisi sédentaire et itinérant. Je vous propose d'inscrire sédentaire. Le risque professionnel, ça se reporte à l'onglet inventaire des risques. Et là, c'est un menu déroulant. Vous avez tout un choix qui apparaît. À vous de sélectionner le risque que vous voulez traiter. Sédentaire, on va peut-être partir sur l'exemple typique du travail sur écran. Descriptif de la situation de travail dangereuse et des conditions d'exposition. Travail sur écran, typiquement, le salarié travaille avec un ordinateur fixe, en station, assise, prolongée. Vous décrivez la situation. Sur le bloc évaluation, en orange, vous avez les dommages potentiels que le danger peut présenter. Donc typiquement, l'idée c'est d'en décrire 2 ou 3. C'est pas la peine de faire toute une liste et d'écrire toutes les maladies professionnelles qui peuvent exister. Mais typiquement, un salarié qui travaillerait avec un ordinateur fixe en station assise prolongée, ce qui pourrait effectivement arriver, ce sont des troubles musculo-squelettiques, des TMS. La case sexe, soit effectivement, comme vous devez tenir compte de l'impact différencié entre les sexes, hommes-femmes, vous devez effectivement indiquer, on vous l'a proposé, soit indifférent, soit homme, soit femme. Il y a des situations, comme le disait Nathalie, où justement vous allez axer peut-être un plan d'action, peut-être plus sur les hommes et les femmes, par exemple. Si vous êtes exposé au plomb, la valeur limite biologique est différente entre les hommes et les femmes. Pour la manutention, pareil, c'est différent. Également. Donc c'est là où justement cette case va être intéressante. Sinon, si vous estimez que l'exposition, que la gravité et la fréquence, que la situation, finalement se présente à la fois pour les hommes et les femmes, vous pouvez effectivement choisir l'intitulé indifférent. Ou si cette case ne vous parle pas, à ce moment-là, vous pouvez l'enlever. À noter maintenant, on va attribuer une note à la gravité. Vous avez pareillement un menu déroulant 1, 2, 3, 4, sachant qu'effectivement, on a remis un commentaire pour vous rappeler à quoi correspondaient les notes. Donc typiquement, trouble musculo-squelettique, je vais juste proposer une note de gravité 3. Voilà, décidément. Pareillement pour la fréquence, on vous a remis la légende. On va dire qu'il est exposé tous les jours. Et ça calcule automatiquement le niveau de risque brut. En mettant une note de 3 en gravité, 4 en fréquence, il me l'a calculé automatiquement. Je tombe sur un niveau de risque brut rouge, donc très fort. Dans la case prévention existante, le bloc vert, vous allez faire valoir tout ce que vous avez mis en place déjà pour prévenir le risque de travail sur écran. Donc, typiquement, un siège ergonomique, des formations qui ont été déjà réalisées, mises à disposition, comme vous l'a noté Jessica, un ordinateur fixe, donc voir si l'ordinateur est bien positionné par rapport à la stature de la personne, etc. Donc vous allez notifier tout ce que vous avez déjà mis en place. Bloc facultatif, c'est là où justement on parlait du facteur de correction, votre niveau de maîtrise. Pas obligatoire, mais si vous voulez effectivement apporter un petit peu plus de technique dans votre document unique, à ce moment-là, apporter un coefficient de correction. Dans notre exemple, mise à disposition d'outils ergonomiques, je ne pense pas, en tout cas, que cette seule mesure puisse participer à faire diminuer significativement votre niveau de risque. Donc, je vais attribuer une note de 0,75.
Pareillement, ça calcule automatiquement, mon niveau de risque résiduel. Donc là, finalement, on passe d'un bloc rouge à un bloc rouge. On voit très bien que l'action de prévention mise en place n'est pas significativement efficace. Par contre, si j'avais fait valoir d'autres actions de prévention en place et que j'avais attribué un facteur de 0,25, là, on aurait diminué. Comme on a l'exemple au-dessus. On passe du Tout à fait. rouge au jaune. Ensuite, le bloc de prévention à mettre en place. C'est là où vous allez définir votre plan d'action, les actions de prévention à programmer. Bah, typiquement, pour pouvoir supprimer, limiter le risque, là, on part d'un risque quand même qui est rouge, donc supprimer, ça va être un petit peu fort, mais pour limiter, je propose qu'on mette en place à ce moment-là une sensibilisation de travail sur écran. Ensuite, vous allez définir un délai. Typiquement, avant fin de l'année, je souhaiterais mettre en place la sensibilisation de travail sur écran. Les acteurs qui sont responsables, de la mise en place de cette action ou de coordination, de cette sensibilisation. Et quand vous allez revenir effectivement mettre à jour et redéfinir: «Bah oui, j'ai avancé dans cette action, non, je n'ai pas avancé», vous allez pouvoir définir votre taux d'avancement. Donc typiquement Et il y a une question, Jessica. mais je ne les vois Comment pas. comment évaluer les outils mis en place? Comment savoir si on doit mettre un coefficient de 0,75 ou de 0,5? Alors, par rapport au coefficient de maîtrise? Oui, Alors je vais revenir oui, sur ton oui, mais ah. tableau de cotation. Ici, vous avez en fait l'attribution des notes. Coefficient de 1, ça correspond à aucune mesure de prévention en place. Vous n'avez pas de plan d'action qui est existant. 0,75, vous avez au moins une action qui est mise en place, soit en technique, soit en organisationnel, soit en humain. Mais le niveau d'efficacité, il reste quand même insuffisant. 0,50, des actions sont mises en place, vous en avez quelques-unes. Leur efficacité permet de réduire partiellement la situation dangereuse. 0,25, des actions de prévention sont mises en place et leur efficacité permet de réduire significativement la situation dangereuse ou l'exposition. Si vous avez un taux d'ATPMP qui explose, bah, à ce moment-là, vous pouvez effectivement vous dire que votre plan d'action, il est pas forcément vous n'avez pas du moins mis en place peut-être, une action qui était efficace mais à contrario, si vous voyez que par exemple, vous avez, des accidents de chute qui diminuent significativement, c'est que finalement, l'action que vous avez mis en place, bah, elle a porté ses fruits. Après, seul vous, vous allez pouvoir, l'identifier en fonction des actions qui sont déjà mises en place dans l'entreprise. Si vous avez aucune action, vous pouvez en définir et si vous avez déjà plein d'actions pour ce risque-là, bah, vous vous dites: «Pour nous, ce risque-là n'est plus un risque principal. De ce fait-là, bah, on va plus l'axer en risque principal, mais on va le mettre plutôt en risque secondaire, voire tertiaire et on va plus travailler sur d'autres risques qui nous paraissent les plus difficiles à gérer». Tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait effectivement scindé le tableau général des risques plutôt généraux des risques psychosociaux. On a fait la même chose. Vous avez 3 onglets à votre disposition avec un détail sur les facteurs, les sous-familles des risques psychosociaux. On vous les a répertoriés de la même façon que les risques généraux. Par exemple, l'intensité et complexité du travail avec les sous-familles. Des questions pour vous interroger si oui ou non vous seriez concerné par cette situation. Vous avez juste à placer votre curseur sur les différentes sous-familles et à ce moment-là, vous aurez peut-être des indications qui vous parleront à ce moment-là et vous pourrez traiter ce sujet dans votre document unique. Posez-vous Au niveau toujours les questions. Est-ce qu'on est interrompu dans le travail au quotidien, par exemple? Bah, si oui, c'est fréquent, bah, vous pouvez vous dire: «Bah, on est réellement soumis à ce risque-là». C'est pas pour ça que, voilà, vous avez un risque principal, à ce niveau-là. En tout cas, il ne faut pas les oublier parce que les facteurs de risque psychosociaux, il faut vraiment qu'ils soient, intégrés dans le document unique d'évaluation des risques. Pareillement, au niveau de la cotation, on est parti sur 2 facteurs, mais on a choisi, effectivement de plutôt aller sur l'intensité de l'exposition et la chronicité, puisque si on part sur de la gravité, on aurait tendance à dire que les risques psychosociaux sont tout le temps graves. Donc finalement, vous auriez des niveaux de risque brut tout le temps en rouge. Donc au niveau, je dirais, de la finesse, et de l'adaptation de votre plan d'action, ce ne serait pas quelque chose qui soit en tout cas adapté, pour définir des priorités d'action en termes de délai. Donc intensité,
Elle peut se définir par la charge psychologique, émotionnelle et cognitive induite par l'exposition à la situation dangereuse. Cela permet d'intégrer dans votre cotation des événements ponctuels, des événements qui se prolongent dans le temps et qui peuvent conduire à l'apparition d'un stress chronique. Intensité faible, charge psychologique faible. Intensité de l'exposition plutôt très intense, niveau 4, on est sur une charge psychologique très forte. Chronicité. La chronicité, elle se caractérise par la répétitivité d'une situation dangereuse, sa durée d'exposition, tout en prenant en compte la possibilité de récupération ou non. Une chronicité plutôt ponctuelle avec une note de 1 correspond à une situation rencontrée occasionnellement à caractère non répétitif. La chronicité plutôt régulière, constante, avec une note de 4, correspond à une exposition quotidienne ou permanente. Pareillement, un bloc facultatif, avec les mêmes notes pour le coefficient de correction, de 1 à 0,25, sur la même légende. 1, aucune mesure de prévention en place. 0,25, vous avez des actions en place, elles sont efficaces et qu'elles peuvent réduire significativement la situation dangereuse ou l'exposition. Et ça se traite de la même manière dans le tableau. Alors, Au sein de notre service, nous avons des psychologues du travail qui peuvent également vous aider dans cette démarche d'évaluation des risques psychosociaux si toutefois vous avez ce besoin. Si ce sont pour vous des risques principaux, on vous invite à vous rapprocher du médecin du travail pour justement aider à être évalué sur cette partie risques psychosociaux qui sont toujours un peu plus difficiles à palper que des risques physiques classiques. unité de travail, à vous d'inscrire les unités que vous avez définies. Les facteurs de risque psychosociaux, pareillement, vous avez un menu déroulant pour pouvoir traiter le sujet. La sous-famille qui correspond, donc là, typiquement, si je choisis horaire de travail difficile, ça va me choisir automatiquement les sous-familles correspondantes avec un menu déroulant. Je vais choisir par exemple le travail en horaire atypique. Description de la situation de travail dangereuse, comme les risques généraux, vous allez détailler la situation qui se présente. Les dommages potentiels, 2, 3, c'est simplement suffisant. La case sexe, la case intensité, vous allez attribuer une note. La chronicité, pareillement. Le niveau de risque brut se calcule automatiquement. À vous de faire valoir ensuite les actions de prévention mises en place. Si vous vous sentez de partir sur le niveau de maîtrise, attribuez une note, un coefficient de correction. Votre niveau de risque brut se retrouve sur une priorité ici de 3. On a diminué en tout cas la cotation du niveau de risque résiduel. Votre plan d'action avec les actions à mettre en œuvre, le délai, les acteurs et le taux de réalisation lors notamment des mises à jour. Et dans les 2 cas, les tableaux, de prévention à mettre en œuvre, ce qu'on recommande, ça, ce document-là, une fois qu'il est bien complété, ça peut vous servir de papri pacte, cette partie prévention à mettre en œuvre. Ce que vous avez dedans, tracer l'intégralité des actions que vous devez mettre en place avec des délais, le nom d'une personne responsable de l'action et le taux de réalisation. Au fur et à mesure de la reprise de votre document unique, vous allez évaluer vos actions, à quel niveau vous en êtes, si vous restez à 0 à 10 20 50 En général, on se donne toujours des critères pour que, ce document doit être fait sur l'année. Donc en fin d'année, on soit dans la réalisation des actions prévues à 100 S'ils ne sont pas prévus à 100 on les reporte sur l'année suivante, pardon. Vous retrouvez également dans le document unique un onglet sur le compte professionnel de prévention. Je vous laisserai regarder. Vous avez les différents facteurs liés par exemple au rythme de travail, l'environnement physique agressif. Un onglet spécifique sur des liens, de la documentation qui peut vous être utile, que ce soit via notre site internet, que ce soit de la documentation externe comme l'INRS. À chaque, je dirais thématique, se correspond en tout cas un lien, donc je vous invite également à les parcourir. Ça vous permettra potentiellement de parfaire votre document unique, vous interroger peut-être sur des situations qui se présentent, au sein de votre entreprise. Donc en tout cas, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil en tout cas. Je vais arrêter le partage du fichier Excel. Est-ce que vous avez des questions sur la trame, sur la méthodologie? Doit-on avoir un fichier par année? Est-ce le mieux au mieux en organisation de mise à jour?
Oui, si vous alors, comme on vous l'a dit tout à l'heure, le document unique doit être mis à jour annuellement, ou plus selon, la typologie des entreprises, des actions menées et cetera. Oui, il y aura un fichier par année, mais ce fichier-là, comme c'est un dossier Excel, nous, on vous invite de notifier d'en bas dans votre fichier Excel, vous créez, l'onglet 2025. Après pour l'année 2026, vous le dupliquez en année 2026 et ce que vous faites seulement les modifications que vous avez apportées dans votre onglet 2026. Il n'a pas besoin d'être reconstruit en totalité puisque vous aurez celui de 2025 qui vous servira de base. Vous pouvez juste enregistrer sous et modifier l'intitulé. Comme ça, vous écrasez pas la version antérieure. Mais vous tiendrez compte de ce qui a pu être écrit en tout cas. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire quelque chose également. Donc sur notre site internet, vous retrouvez, en effet aussi un flyer, un document unique d'évaluation, des risques professionnels en 2 pages recto verso, qui vous donne un petit peu l'organisation, le texte réglementaire et cetera. Et après sur le site internet, avec votre identifiant et mot de passe, vous pouvez retrouver notre outil modèle, téléchargeable, ainsi que notre livre blanc. Comment créer un DU avec Wara? Le site est en anglais. Non, Ah, il faut normalement, faut choisir la langue. Oui, vous pouvez faire traduction également. Vous avez plusieurs possibilités, mais vous pouvez le faire en français. Alors, j'ai une question un peu singulière. Dans ma structure, j'ai un DU assez vétuste à mon goût. Votre outil me semble plus complet. Ai-je le droit de passer d'un modèle ancien à un modèle plus complet, comme le vôtre, sachant que notre DU actuel est basé sur Medris? Bien sûr, vous avez la possibilité de changer la structure de votre document unique sans problématique. Par contre, vous n'écrasez pas, les anciens documents, vous les conservez, comme on vous l'a dit, il faut les conserver pendant 40 ans. Donc que vous pensiez à un format, papier précédemment à un format électronique aujourd'hui, aucune problématique. Sachez que, nous, en tant que service de santé au travail, quand on fait la fiche d'entreprise de votre structure, on identifie l'intégralité des risques professionnels par unité de travail et l'outil de la fiche d'entreprise, c'est vraiment l'outil principal qui doit vous aider, soit dans votre construction, soit dans votre mise à jour. Donc ce document-là, il est primordial pour la construction ou la mise à jour de votre document unique. Là, finalement, c'est juste une bonne refonte de votre document. D'autre part, Voilà. avec, nos nouveaux outils, maintenant, nous avons aussi, la possibilité de poser, l'intégralité de nos actions milieu de travail, sur un logiciel, commun avec vous. Donc nos fiches d'entreprise, même si vous ne les avez pas entre les mains, vous pouvez les regarder sur, notre outil commun et vous retrouvez la fiche d'entreprise, qui a été réalisée par, la personne qui est venue faire la visite de vos espaces de travail. Comment s'assurer que notre DER est correctement écrit, construit, s'il vous plaît? Alors, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de modèle type. Chacun, est libre de créer son propre modèle. Vous pouvez le faire en fichier Excel, en format Word, en papier. Certaines entreprises ont encore même, des, classeurs, et cetera. Il n'y a il y a pas de fichier type. Par contre, correctement écrit, nous, on peut vous donner une méthodologie, mais en gros, on ne peut pas vous dire si votre document est écrit. Simplement, on peut vous aider à évaluer les risques qui auraient peut-être été omis d'être évalués précédemment. Qui contacter en cas de question, une adresse mail en particulier? Bah, à ce Alors moment-là, vas-y, je oui, t'en on prie, Nathalie. a une adresse mail contact qu'on va vous mettre, contact service prévention, qu'on va vous mettre dans le chat. Sinon, on vous invite, à contacter, le médecin du travail et son assistante médicale, parce que nous travaillons par équipe locale santé-travail et on va pas vous communiquer expressément nos noms, parce que si c'est pas nous qui sommes sur votre équipe, on risque, ben, d'être obligé de relancer et de renvoyer votre demande à d'autres collaborateurs. Donc, on vous invite plus à contacter le médecin et son assistante, mais on va aussi vous mettre l'adresse contact.
Sur le nouveau document, la date de création sera la date du nouveau document où on retient la date du premier document unique et en précisant dans le document, votre modèle par exemple, qu'il s'agit d'une mise à jour. Alors dans la fiche identité du fichier Excel, vous avez une date de création, votre création initiale, et ensuite les 3 dernières dates de révision. Donc votre date de création initiale, elle ne va pas changer. Par contre, votre date de révision, à chaque fois, elles vont pouvoir changer. Mais comme vous n'écrasez pas les versions antérieures, on verra effectivement toutes les modifications que vous avez apportées, notamment au niveau des dates. On va peut-être passer à la suite et si jamais il y a d'autres questions, je vous répondrai via le chat. Je vais laisser la parole à Nathalie. Pardon, j'étais en train de regarder pour l'adresse contact, aucun problème. Alors, en ce qui concerne les aides financières, si vous avez en effet un projet d'investissement pour améliorer les conditions de travail de vos collaborateurs, vous pouvez bénéficier d'aides financières pour vous accompagner dans cette démarche. Des aides financières peuvent s'évaluer entre 1 000 à 2 500 € en fonction de l'équipement que vous avez bien sûr à avoir. En tout cas, dans tous les cas, on vous invite pour ces aides financières à vous rendre sur le site de la CRAMIF et parcourir les différentes aides possibles proposées pour votre secteur d'activité. Sachez que pour faire une demande d'aide financière, la CRAMIF a besoin impérativement de documents uniques d'évaluation des risques et ne pourra pas vous accompagner sur la démarche d'aide si toutefois ils ne sont pas en possession de votre document unique d'évaluation des risques. Donc c'est un document à compléter, hein, bien sûr. Vous avez un document à compléter et vous devez joindre certains documents, qui vous sont demandés par l'intermédiaire de la CRAMIF. Alors pour vous aider, comme on vous l'a notifié, oui, vous avez le site internet donc INRS. Donc on vous a mis un certain nombre de ED qui existent au sein de l'INRS, mais vous retrouvez ces mêmes ED sur notre document unique d'évaluation des risques. Vous avez bien sûr le site travaillermieux.gouv.fr, des fiches médico-professionnelles, c'est Présence, qui nous indiquent des risques professionnels en fonction de votre métier. Le site de Bosson-Futé, le ministère du Travail, mais également aussi des institutions telles que Prévention BTP, le site de l'OPB BTP, etc., en fonction de votre secteur d'activité. Si à la suite de cette présentation, vous souhaitez tout de même être accompagné de manière individuelle sur la méthodologie de réalisation de votre document unique, n'hésitez pas en tout cas à solliciter votre médecin du travail, que ce soit le technicien ingénieur hygiène, sécurité, environnement ou le conseiller en prévention des risques professionnels, en tout cas pourra prendre contact avec vous après demande du médecin du travail.